bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Buzz TV avec une invitée du jour, cette femme qui nous sort du lit au moment où certains d'entre vous viennent tout juste de tomber dans les bras de Morphée. Je pense notamment à Joey Star ou d'autres qui se couchent à des heures assez indues. Et si son réveil matin retentit lorsque la lune éclaire encore le ciel, c'est pour faire en sorte que vous commenciez la journée de la meilleure des manières. Reportage, analyse, duplex, bonne humeur et simplicité. Voici le petit déjeuner qu'elle nous sert chaque matin. Et pour éviter qu'une fringale nous paralyse en pleine journée, pour la Saint-Valentin, nous sommes ravis d'accueillir Pascale de la Tour du Pin. Ça rimait, j'ai trouvé une rime, Pascale de la Tour du Pin, Saint-Valentin, voilà. Vous êtes la petite amoureuse des matins, on va dire, de LCI, puisque vous tenez les rênes de la matinale de 6h à 9h, la tranche d'information que vous incarnez seule, vous, contrairement à vos concurrents de CNews et BFM TV, où c'est un duo à chaque fois. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir une petite crise de solitude ou quand même la bande qui vous entoure, ça va? Ça repose quand même sur vos épaules, Pascale. Ça repose, oui, sur mes épaules et puis sur l'équipe que j'ai autour. Donc c'est vrai. voilà, c'est une grande famille. Avant c'était un duo, voilà. Hier c'était un duo, ici c'était une grande famille effectivement. Et je suis le chef d'orchestre de tout ça, mais ça se passe bien. Et au contraire, je suis soutenue par tout le monde. J'ai pas de sentiment de solitude, ça me va très bien et je suis très heureuse comme ça. C'était la décision d'LCI pour justement changer. BFM, vous étiez en duo avec Christophe Delay, qui maintenant est avec Aline François. Sur CNews, c'est également un duo. C'était vraiment la volonté d'essayer de dire, nous, on va mettre une personne, une anchorman, une anchorwoman en l'occurrence. C'était pour se démarquer. C'était peut-être un double challenge, oui, non seulement une femme et une femme seule, donc à la tête d'une matinale. Effectivement, ce n'est pas exactement le même fonctionnement ou le même ton. Mais plus simple ou plus compliqué? Plus facile quand on a un c'est très différent. C'est très différent. Quand on a un comparse, il faut que ça fonctionne. Et moi, ce que j'ai partagé avec Christophe Delay, ça a fonctionné. Et ça fonctionnait très bien, bien sûr. Ça fonctionnait très bien. Et voilà, j'en garde un merveilleux souvenir. Là, c'est effectivement un registre différent, mais le ton est toujours là, l'information est toujours là. C'est pas le même exercice. Et puis, c'est pas les mêmes responsabilités, mais c'était très bien. Il faut changer, il faut avoir de nouveaux challenges. Sinon, on s'endort. Et ce nouveau challenge, pour l'instant, est en train de s'avérer payant, comme on va le voir dans quelques instants. Je rappelle qu'on est en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Pascale de la Tour du Pin. Est-ce que vous êtes un fan de cette matinale? Est-ce que vous la regrettez sur BFM? Quelle chaîne vous regardez le matin? N'hésitez pas et dites-nous pourquoi. Est-ce que vous préférez CNews, BFM, LCI? Vous n'hésitez pas, toutes vos questions, toutes vos suggestions, elle y répond après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Pascal. Bonjour Damien. On démarre comme chaque jour avec les audiences de la veille et TF1 s'impose avec une série qu'on ne présente plus. Bien sûr, TF1, donc la première chaîne de France, poursuivait la diffusion de la 14e saison d'Esprit criminel. Par la stagiaire. Exactement, ça c'est vrai. Vous avez raison de le souligner. Pas tous les soirs, mais quand même. Hier, en tout cas, c'était le cas. C'était la 14e saison d'Esprit criminel. Et même si la série américaine enregistre une légère baisse sur une semaine, eh bien les deux épisodes de la soirée qui étaient inédits ont rassemblé 3,6 millions de profilers, soit 16,7% de part d'audience. C'est quand même 700 000 téléspectateurs de plus que M6 qui dégainait la suite de la 10e saison de Top Chef. 2,9 millions de gourmands ont assisté au terrible combat de casserole entre les candidats. Sur la 3e marche du podium, eh bien, on retrouve la fiction française qui signe un résultat assez décevant auquel nous ne sommes pas vraiment habitués sur ce plateau parce qu'on a l'habitude de dire que la fiction française caracole en tête des audiences. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ma mère, le crabe et moi qui abordait le thème assez important. Voilà. C'était le cancer du sein. C'était dans le cadre des soirées continues, donc ce qui veut dire que cette fiction était suivie d'un débat. Eh bien, le téléfilm a été suivi par 2,1 millions de curieux, soit 9,9% du public. Un chiffre assez étonnant, donc on le rappelle. Et enfin, on termine avec les victoires de la musique classique sur France 3, la chaîne cale au pied du podium, avec un score en retrait sur un an. La cérémonie orchestrée par Leïla Kadour et Judith Chen a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 6,4% du public. Alors je sais Pascal que vous vous couchez tôt, forcément, Non, matinale oblige. Moi, j'ai regardé La Grande Explication avec David Pujadas qui recevait le Premier ministre. Sur LCI, dont nous n'avons pas l'audience encore puisqu'elles arrivent plutôt vers 11h. Si on l'a avant la fin de cette émission, on vous la donnera. On a un espion qui surveille les audiences pour nous. Mais je sais que vous vous couchez tôt, mais quelle émission vous regardez? Quelle téléspectatrice vous êtes le soir? Parce que est-ce que vous êtes plutôt des séries américaines, françaises, télé, plutôt Netflix? Est-ce que vous êtes dans les grands divertissements comme me mettre sur Netflix, The Voice, sur les séries parce qu'il faut que je regarde la suite, donc je me couche jamais. C'est ça, pas payant du tout. Terrible. Non, moi j'aime bien. Alors je vais vous faire rire, mais moi j'ai besoin le soir, une fois que j'ai été vraiment très informée, de regarder autre chose, de me sortir un peu de tout ça, parce que sinon j'arrête jamais. Donc je suis assez documentaire. Je m'arrête assez facilement sur des documentaires. D'actualité ou non? Pas forcément.
divertissement. Les deux, c'est-à-dire les deux, effectivement. Je regarde ça. J'aime bien certains documentaires d'Arte où, effectivement, on vous emmène dans des pays complètement différents. Vous prenez l'air avec des images incroyables. Je trouve que ça apaise avant de se coucher, mais je suis assez aussi cliente de séries françaises. Je peux regarder. Il y a de très bonnes séries, effectivement, et sur TF1, bien entendu. Infidèle qui a très bien marché. Bien sûr. Il y a certaines séries également sur France 3 que je regarde en replay ça le week-end, parce que sinon après c'est trop tard. Les divertissements type The Voice, Top Chef, Koh-Lanta, tous ces grands moins la cible, je cliente de pense. Voilà, je divertissement. suis moins cliente du divertissement pur et dur. Mes enfants adorent, en revanche, mais Ah bah, moi, bien sûr. j'ai du mal à rester concentrée, même si évidemment c'est un show formidable. On continue, Damien, avec une information exclusive du Figaro qui a été révélée hier. Ouais. Nous savons désormais combien Netflix a d'abonnés en France. Exactement. C'est toujours des chiffres très secrets. Oui, alors c'est effectivement une donnée que la plateforme de vidéo n'avait jamais révélée jusque-là, mais hier, en fait, et selon les informations exclusives du Figaro, nous connaissons enfin le nombre d'abonnés de Netflix. Moins de 5 ans après son arrivée sur le marché français, la société dirigée par Reed Hastings compte 5 millions de clients dans notre Bien passé pays. les 5 millions d'abonnés. Alors, c'est vrai que c'est un chiffre aussi colossal qu'impressionnant pour deux raisons. Alors, la première, c'est que malgré la hausse des tarifs fin 2017, les abonnés français restent malgré tout présents. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que la plateforme dépasse désormais les abonnés de Canal+, qui revendique 4,8 millions d'abonnés. Donc là aussi, c'est quand même un fait assez historique dans la Canal+, télévision. a mis plus de 30 ans pour arriver à ce chiffre. Ouais. Effectivement. C'est assez impressionnant. Et le pire dans tout ça, si j'ose dire, c'est que l'écart risque de se réduire comme De peau de se creuser, chagrin. vous voulez dire. Enfin, de se Oui, creuser, oui, oui, bien pardon, sûr. de se creuser, bien sûr, parce que quand Canal+ perd 233 000 abonnés depuis avril dernier, eh bien, Netflix en gagne 1,5 million. Donc vous voyez que vraiment, il y a deux trajectoires bien différentes. Et tous ceux qui travaillent à la télévision, comme vous, Pascal, peuvent néanmoins se rassurer. Netflix ne va pas tuer la télévision pour l'instant, car selon les chiffres, en fait, ce service représenterait entre 1% et 2% du temps passé devant la télévision. 5 millions d'abonnés en 5 ans d'existence Netflix, c'est un danger réel pour la télévision. On sait que France Télévisions, TF1 et M6 vont s'associer pour créer une plateforme Salto, une plateforme de téléchargement, enfin de SVOD également, on pourra voir à la demande. C'est devenu, ça rentre dans les mœurs. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 10% de la population. Mais c'est vrai que c'est une offre effectivement qui existe et il faut effectivement que le paysage, je pense... Vous êtes abonné à FX, vous, par exemple? Non. Non, Honnêtement, je ne l'ai pas. Non, je l'ai pas. Bon, je dois être la seule encore. Il en reste encore quelques-uns. J'ai pas Netflix. Une soixantaine de millions. Donc, Je n'ai pas Netflix. Alors, je pense qu'effectivement, ça va obliger certainement la télévision à se transformer. Je pense que ça ne touchera pas l'info, en revanche. Il y a certains domaines qui ne changeront pas. C'est-à-dire que l'information, ça restera... Après que FX, c'est avant tout des séries et des films, bien sûr. Mais ça nécessite évidemment au paysage, c'est bien, ça challenge le paysage audiovisuel français, c'est très bien. Et c'est très bien pour le téléspectateur, puisqu'on est en recherche de qualité et de nouveauté. Donc c'est une bonne chose, je trouve que c'est une bonne chose, la concurrence, c'est toujours bien. Effectivement, et en tout cas, on va voir où ça amène, mais c'est vrai que ces chiffres sont très, très impressionnants. On termine, Damien, avec le casting. Je sais que c'est votre marotte depuis une semaine. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. La grande émission de télé-réalité qui va revenir sur TF1. Le casting, on a des nouvelles. Hier, vous nous avez donné aucun nom. Non, je suis désolé, Nicolas. Je n'ai pas tous les noms du casting tous les jours, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est notre petit plaisir du moment aussi. On trépigne toujours d'impatience à l'idée de vous donner quelques noms. On vous en a déjà dévoilé quelques-uns la semaine dernière. Par exemple, l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, l'ancien boxeur Brahim Asloum, l'animateur Julien Lepers, Capucine Anaf, qui est également chroniqueuse, la chanteuse ni Lucie ni Sanka, que vous connaissez peut-être, qui faisait partie des Kids United. Nicolas, vous la connaissez. Voilà. Et hier, en fait, nos confrères de Télé Loisirs ont révélé à leur tour le nom d'une personnalité qui partira donc en Afrique du Sud à la fin du mois pour tourner cette émission de télé-réalité. Il s'agit de Frédéric Lombois. Et oui, là nous sommes sur une vedette internationale. Alors qui est Frédéric Lombois pour ceux qui ne le connaissent pas? Vous voyez à l'écran actuellement. C'est en fait un candidat qui s'est illustré dans la 7e saison de The Voice, qui a notamment repris Bécassine, qui s'est illustré notamment grâce à cette reprise assez et qui atypique. a été jusqu'en finale dans l'équipe de Mika. Exactement. Alors c'est vrai que vous pouvez le constater avec les noms que nous vous avons donnés. Le casting est assez maigre pour l'instant, c'est-à-dire que les célébrités ne tiennent pas vraiment leurs promesses, en tout cas en termes de notoriété. Du coup, il y a quelques informations qui ont circulé hier sur la suspension ou non du tournage, mais ITV France, qui est la société de production qui signe cette émission, a bel et bien confirmé que le tournage aurait bien lieu le 23 février, donc ça se passera en Afrique du Sud. Alors je sais que c'est votre chaîne, c'est votre groupe, mais vous n'êtes pas forcément cliente de ce type de télé-réalité, Pascal, non? Non, je vais être honnête, je ne crois pas être la cible, effectivement. C'est pas votre cas, non, voilà, mais c'est très bien, ça marche, il y a un public pour ça, c'est formidable. Non, il en faut pour tous les goûts, heureusement. Est-ce que vous pourriez participer à une émission
émissions de TF1. Je pense notamment à Danser avec les stars, puisqu'il y a toujours des gens de TF1 qui participent. Effectivement, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Non, parce que je trouve qu'il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire que voilà, je suis journaliste, je suis à la tête d'une matinale. Effectivement, il y a de la bonne humeur dans ma matinale, mais ça s'arrête là. Je reste journaliste et je reste dans mon couloir de nage. Comme on dit, je ne suis pas dans la partie animation. Donc, je pense qu'il ne faut pas fausser le message aussi qu'on envoie aux téléspectateurs. Il y a des gens qui font ça très bien. Les candidats TF1 sont des animateurs de divertissement ou des comédiens dans des séries TF1, mais bien pas sûr, des journalistes. mais pas des journalistes et je compte rester effectivement journaliste. Mais vous dansez bien ou pas? Écoutez, c'est un regret ou pas? Le rock, pas mal, je dois dire. Pas mal. Alors pour le reste, les danses non. de salon, pas forcément. Non, les danses de salon. Non, écoutez, La franchement. danse des canards est assez facile, vous savez. Oui, c'est vieux ça, mais pourquoi pas? Très bien, donc la production de TF1 peut rayer. Pascal de la Tour du Pin ne participera pas à Danser avec les stars. C'est fait et c'est confirmé. Damien, c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui, Nicolas. On reviendra demain Et avec on de aura nouveaux demain. noms pour le casting de bien sûr, une on célébrité, attend que j'espère. ce casting évidemment soit complété. Merci beaucoup. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Pascal de la Tour du Pin. La matinale sur LCI, c'est le nom totalement sobre que vous avez donné évidemment à votre tranche d'information de 6h à 9h tous les jours sur LCI. C'est la chaîne numéro 26. On le dit souvent parce qu'il y a beaucoup de chaînes maintenant. Ne vous en privez et c'est jamais. très important de C'est rappeler important. évidemment la chaîne. Après une saison et demie, vous êtes au milieu de votre seconde saison. Quel bilan vous tirez de cette expérience sur LCI, Pascal? Eh bien, la matinale a bien progressé, Oui. notamment en qualité. Effectivement, j'avais dit quand j'étais arrivée, la matinale que vous voyez Et vous étiez venu les nous voir premiers jours, en septembre. vous vous souvenez, elle ne ressemblera pas à celle d'aujourd'hui. C'est vrai. On s'est densifié en qualité, en professionnalisme. Et aujourd'hui, je suis fière de porter cette matinale qui va dans le bon sens, qui continue à progresser avec des ajustements. On est toujours dans cet esprit-là. On reste ouvert. On ne s'installe pas dans un confort. On essaie toujours de chercher des améliorations, voilà, à proposer aux téléspectateurs tous les matins. Absolument. Avec du Et contenu. vous avez pris la même veste que sur les images qu'on Ah voit. mince, Ce qui était c'était ce super. matin. Bah oui, c'était J'ai pas ce eu le temps matin. de me changer en même temps. Exactement. Vous avez vu, il est 10h45, le temps de venir. On est en direct, On est dans effectivement. En termes d'audience, donc on est à Oui. peu près autour de 80 000. C'est quand même 30% de progression par Oui. rapport à la saison dernière. C'est dans les objectifs, dans les cordes fixées par Thierry Tuillier. C'est à peu près la progression qu'on vous demande. Oui, alors moi, Cette on saison, met on va pas- vous demander de faire pareil. Écoutez, oui, bien entendu, on m'a pas fixé de Vous chiffres. n'avez pas d'objectif? J'ai pas D'accord. d'objectif chiffré. D'ailleurs, j'en ai pas eu. Vous Quand dites je pas suis qu'il faut arrivée au dépasser début. les 100 000 de moyenne, puis les 150 Non, 000 évidemment, prochaine, bien entendu qu'il faut dépasser les 100 000 de Ouais. moyenne, et bien sûr que j'ai la volonté de le faire, mais tout ça, ça prend du temps. Moi, j'avais bien dit quand j'étais arrivée, vous savez, je me souviendrai toujours du premier jour, ce chiffre, la matinale le lundi, quand j'arrive, 27 août, c'est 30 000 téléspectateurs. Donc aujourd'hui, effectivement, voilà, on a plus que doublé les audiences, mais il y a encore un travail à faire, bien sûr. Il faut toujours s'améliorer et être rigoureux dans l'information qu'on donne, dans le produit qu'on propose aux téléspectateurs. Et j'ai vraiment cet objectif. Ça prend du temps, mais je l'avais dit quand j'étais arrivée. Donc, une matinale, ça prend du temps. Il y a moins de téléspectateurs le matin. Les téléspectateurs ont des habitudes de consommation. Et voilà, il faut aller les chercher un par un, et les j'avais faire dit. venir, effectivement, un par un. Donc Et c'est long. LCI a été la première chaîne d'information de France, mais la dernière arrivée sur la TNT. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu votre matinale, il y en a encore quelques-uns, Pascal, comme vous dites, il faut les chercher un par un. Qu'est-ce que vous diriez pour la définir et pour notamment la distinguer de ses concurrentes, celle de BFM par exemple, celle de CNews ou même celle de France Info, qui a également cette matinale? C'est quoi la patte LCI et Pascal de la Tour du Pin? D'abord, j'ai commencé, il y a de l'info. Mais c'est vraiment, c'est bête ce que je vous dis, mais c'est vraiment essentiel. D'abord de l'information, il y a aussi du débat. Il y a du débat, effectivement, dans cette matinale. Nous essayons, effectivement, d'échanger les idées. Il y a des confrontations d'idées à l'heure du grand débat. Vous êtes On moins est dans le dedans. hard news et dans Je le... suis voilà, beaucoup moins dans c'est- le hard news. ouais. Voilà, on est vraiment, voilà, il y a un temps de débat, il y a un temps pour les invités. Effectivement, on prend le temps de les écouter, d'avoir les invités qu'il faut avoir, des invités d'actualité, bien sûr, tous les matins. Et puis il y a aussi, évidemment, mes chroniqueurs qui sont autour de moi et qui apportent de l'information et de l'humeur. Donc c'est une espèce de cocktail. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment sur LCI et la matinale qui reste une matinale d'information. On est vraiment dans le temps, effectivement, de l'échange et du débat. Et je trouve que c'est important dans cette actualité de grands débats, effectivement. Un peu de les recul, Français ont effectivement, besoin, et de voilà. prendre Et on aussi essaie de le l'apporter temps, ouais. aussi dans la matinale, qui n'est pas un temps normalement de débat, la matinale. Et voilà, donc on On est essaie plus en d'apporter débit cette de tonalité. l'info surtout. Voilà, et exactement. c'est important. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors voilà, Marie-Blanche est avec nous, on la salue. Il y a également Patrick. Et une Marie-Blanche. question. Ah oui, Joli Marie-Blanche. prénom. Ah oui, je sais, Nicolas. Il y a beaucoup de prénoms que vous aimez sur cette Ah page ouais, Facebook. non, de TV. j'adore. Ouais, il y Ouais, a toujours c'est des gens. vrai. Hier, on avait Barnabé. Barnabé, Ah, voilà. Barnabé, Barnabé. c'est Ouais, vrai. on a Ouais. souvent des prénoms assez atypiques, c'est vrai. Alors, Aude, qui souhaite savoir si vous n'aimeriez pas prendre les rênes d'une émission politique. Ah, Comme alors, c'est le cas, par exemple, avec David Pujadas hier, on Ah l'a non, vu. non, non, hein, non. Alors David Pujadas est excellent dans l'exercice. Ouais.
Voilà, il excelle avant sur France 2 et là, il apporte vraiment quelque chose à LCI. Et cette émission qu'il a montée avec son équipe de Particules Production, moi, je trouve vraiment honnêtement, voilà, il est fait pour cet exercice. Est-ce que moi, je suis dans cet exercice, une émission politique? Je ne crois pas que ce soit voilà, ma spécificité première. Je n'ai pas l'ambition d'être à la tête d'une émission politique. C'est différent l'interview politique, Pascal. Effectivement, quand vous étiez sur BFM, la grande interview politique, c'est Jean-Jacques Bourdin le matin. Sur TF1, il y a aussi des émissions spéciales. Et puis Christophe Jacubizine le matin à 8h30. Christophe Jacubizine, il y a effectivement Léa Salamé, Thomas Soto, et David Pujadas d'ailleurs sur France 2 à l'époque pour l'émission politique. C'est à part, l'interview des politiques. Oui, c'est un exercice qui est différent, effectivement. Voilà, c'est un exercice sur la longueur où il faut absolument amener les hommes politiques qui sont entraînés à ça, à donner de l'information, à dire effectivement et à donner ce qu'ils ont dans le ventre en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exercice très particulier. Moi, je ne rêve pas d'avoir une grande interview politique. C'est parce que vous ne sentez pas de le faire ou parce que justement vous dites c'est pas mon envie particulière de c'est pas mon envie particulière. Je pense bien sûr que c'est pas bien sûr je peux le faire. C'est pas ce que je veux dire. Mais oui, donc, effectivement. vous avez fait le mariage d'Harry et Meghan. Oui, enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais vous pouvez tout faire, Pascal. C'est tout à fait possible. Oui, voilà. Je peux faire ça. Essayez pas le match de foot à commenter. Je pense que ça ne donnerait pas grand-chose. C'est comme la prochaine question. Ça ne donnerait pas grand-chose. Mais non, je ne pense pas, effectivement. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents pour le faire. Je les laisse faire, ils le font très bien. Alors, quand vous étiez sur BFM à l'époque, vous étiez évidemment dans la matinée avec Christophe Deloy, mais vous aviez également une émission hebdomadaire qui s'appelait l'Histoire en direct. Vous mettiez en parallèle, en fait, l'actualité de la semaine et des événements de l'histoire. Est-ce que c'est le type d'émission que vous aimeriez, par exemple, avoir sur LCI? Écoutez, elle était formidable, cette émission, parce que ça permettait de prendre du recul, effectivement, avec de l'image. Donc ça, oui, ça, c'est une bonne émission, mais je pense qu'on n'est pas dans ce temps-là tout de suite sur LCI, vu l'actualité. C'est-à-dire qu'on est encore on a beaucoup d'actualité. Oui, elle est dense. On est en train de vivre quand même une période qui est inédite sous la Ve République. Donc on n'est pas encore dans ce temps-là où effectivement il y avait de l'image, en accord avec Lina, où on remontait le temps. Mais je trouve que ça pourrait très bien avoir sa place. Sa place, bien sûr. Voilà, oui, ça pourrait avoir sa place. L'idée, en tout cas. C'est dans un tiroir, prêt à être ouvert. Mais c'était pas mon idée. Enfin, c'était à BFM TV cette émission. Absolument. On salue Rémi qui est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine et Samy qui a une question à vous poser concernant vos ambitions, une fois de plus. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une émission politique, mais du 20h de TF1. Ah non, écoutez... Est-ce que vous rêvez du 20h de TF1? Est-ce que c'est une question qu'on pose à tous les journalistes de télé d'ailleurs? Est-ce que c'est le Graal finalement pour une présentatrice? Je ne suis pas sûre que le 20h soit le Graal pour un présentateur ou une présentatrice. Donc voilà, mais la question ne se pose pas de toute manière. Oui, il y a déjà Gilles Boulot qui occupe le siège. Que j'embrasse. C'est dans l'imaginaire des téléspectateurs et c'est vrai qu'on le voit très souvent. Dès qu'on reçoit un journaliste télé sur ce plateau, pour les gens, le grand public, on a l'impression que le 20h, c'est l'aboutissement absolu d'un jeu. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas forcément vrai? Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser la question. On ne se pose pas la question on se pose pas la question. Ça vient un jour comme ça éventuellement. Oui, ça vient un jour éventuellement, mais est-ce que c'est une fin en soi? Je pense que se fixer comme objectif le 20h, il y a plein d'autres choses à faire. Gilles le fait très bien. Gilles Boulot, effectivement. Voilà, Gilles Boulot le fait très bien, bien sûr. Voilà, donc est-ce que c'est un objectif? Je me suis pas dit. Alors là, je fais ce métier pour faire un jour le 20h de TF1. Non. C'est ça la question. Faudrait également le week-end. Et Anne-Claire Coudray, bien entendu. Alors, on revient sur l'actualité. Pascal, depuis quelques mois, effectivement, il y a un thème qui monopolise tout, c'est les gilets jaunes. On le sait que les journalistes, notamment, la couverture journalistique de l'événement était beaucoup critiquée, notamment par les gilets jaunes eux-mêmes, surtout, effectivement, BFM, moins LCI, même si, effectivement, vos équipes ont aussi été pris à partie. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions autour du journalisme et notamment des chaînes d'infos qui ont été énormément critiquées pendant les Ça permet de se remettre aussi en question, Ouais. même si je pense que les critiques n'étaient pas fondées, parce que quelle que soit la chaîne info, on essaie de faire notre travail le plus rigoureux Mais il y a des possible. choses qu'on prend en pleine tête. Christophe Deloy, votre ancien partenaire, a eu un message très fort quand il est venu ici en disant qu'il était vraiment outré et qu'il ne pouvait pas imaginer que BFM mette en scène Il a raison, un c'est spectacle. inadmissible de s'en prendre à la presse, Absolument. mais c'est même pas la question aujourd'hui. Enfin, la liberté de la presse, c'est fondamental dans un pays. On est en démocratie. Les journalistes n'essaient pas, et c'est ça, il y a toujours cette espèce de suspicion qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, qui sont, ça part des réseaux sociaux, effectivement, de suspicion, voilà, d'être à la botte du pouvoir, ou je ne sais pas quel fantasme, c'est faux. Et justement, c'est à nous aujourd'hui, c'est très bien, parce que ça permet effectivement de se poser, d'essayer d'avoir du débat, du recul. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire effectivement à LCI, donc on a un traitement de l'information, bien entendu, on a suivi les mobilisations des Gilets jaunes, on essaie de prendre du recul, et j'essaie, moi, je Mais vois... quand vous disiez remise en question, c'est-à-dire qu'il y a certaines critiques, vous écoutez
il y a quand même des points qui vous semblent, il y a des points qui vous semblent importants en disant peut-être que là on a fait une erreur ou qu'on en a trop fait sur. On voit les images là effectivement des manifestations qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis 2 mois et demi. Vous remettez en question là-dessus sur les couvertures des événements. En tout cas, ça permet d'ouvrir le débat. Ouais. Et je sais qu'à LCI, on a des réunions après chaque week-end de mobilisation. Il y a des réunions qui sont proposées pour justement permettre de libérer la parole et d'échanger ensemble. Parce que je pense qu'il ne faut jamais avoir de certitude dans ce métier. C'est la remise en question permanente qui nous permet d'avancer. Donc, est-ce qu'il faut montrer toutes les images? Est-ce qu'il faut du commentaire? Est-ce qu'il n'en faut pas? Ce sont des questions évidemment que l'on se pose. Et on évolue nous aussi avec cette crise des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, qui atteint des paliers de violence inadmissibles, quel que soit effectivement le côté où on se passe. On rappelle que toutes les violences commises contre les journalistes, notamment l'équipe d'LCI, c'était à Strasbourg, il me semble. À Rouen, voilà, c'est ça, en janvier, est évidemment totalement inacceptable et condamnable. Oui. Mais que ce soit des violences évidemment contre des policiers, c'est inacceptable aussi. Les violences aussi, parfois, qui peuvent avoir lieu avec les manifestants, il faut qu'on sorte de ce climat-là, il faut qu'on en sorte. Alors, au sein de BFM TV, il y a même eu une fronde en interne des journalistes qui reprochaient à leur direction parfois d'en faire trop et de montrer trop les images, de trop mettre en scène évidemment tous ces week-ends de manifestations. Les chaînes d'info, est-ce qu'elles ont tendance sur des événements comme ça parfois à en faire trop? Vous connaissez bien BFM, c'était votre ancienne maison, elle était au centre des critiques. Vous comprenez que les journalistes à un moment puissent dire on a l'impression de faire toujours la même chose et de se mettre en scène? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé à BFM TV. Effectivement, c'était de l'interne, bien sûr. C'est de l'interne, donc ça ne nous regarde pas. Nous, à LCI, on se pose la question, mais évidemment qu'on suit, parce qu'on a un devoir d'informer. Il se passe des choses dans certaines villes. Je pense qu'il faut montrer l'information. On nous reprocherait, s'il y avait ce type de manifestation, qu'on ne les couvrait pas, on nous reprocherait de cacher l'information. Donc, c'est toujours... il faut savoir trouver un certain équilibre. Et malheureusement, ça suscite des réactions, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais on essaie vraiment, et très sincèrement, on ne reçoit pas nos ordres des partis politiques, on ne reçoit pas nos ordres, même des directeurs de la rédaction, des directeurs généraux ne nous donnent pas d'indications. Voilà, on ne couvre pas un événement, mais on n'a pas d'éléments de langage qui nous sont donnés, on ne nous donne pas d'indication de passer un message. C'est un fantasme, ça n'existe pas. Alors selon un récent sondage, seuls 23% de la population française fait confiance aux médias. Les journalistes sont tombés très bas, quasiment autant que les politiques. Je crois que les politiques, c'est 20%. On est arrivé au niveau des politiques. Cette défiance générale, elle est inquiétante, Pascal, à l'envers des médias. Je trouve ça inquiétant. Mais c'est à nous, maintenant, effectivement, d'inverser la tendance. Vous parliez d'Anne-Claire Coudray tout à l'heure. Vous avez vu que sur TF1, ils ont mis un module, justement. De fake news. Voilà. Et je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire, moi, toute proportion gardée, dans ma matinale, c'est la même chose. Je dis à Benjamin Cruard, je dis attention, quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux qui monte, où ça fait réagir les gens, c'est à nous de dire, non, en fait, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, mais les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est du poison. C'est du poison. C'est grâce à ce genre de choses, d'initiatives, comme vous le faites, beaucoup le font maintenant dans leur JT, qu'on va renouer la confiance avec les Français bien entendu, et les gens que nous informons, que les journalistes informent. Mais c'est notre rôle. Je pense que c'est notre rôle, et puis il faut retisser le lien, effectivement, et c'est certainement par le biais de modules comme ça sur les fake news, apporter la preuve que ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est faux. Et souvent faux, oui, absolument. Damien. Alors Jean-Jacques, sur Twitter, ce n'est pas Bourdin qui vous pose cette question. Il aurait pu. Ça aurait pu, effectivement. Alors vous parliez de violence et justement ça tombe bien parce que ça va nous permettre de rebondir sur votre vision des réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a cette affaire de la Ligue du LOL qui a éclaté la semaine dernière. Concernant ces journalistes qui ont créé un groupe Facebook il y a quelques années de ça et qui ont harcelé en masse des femmes pendant plusieurs années. Quel est votre regard sur ce climat des réseaux sociaux? Est-ce que vous les fuyez? Est-ce que je trouve ça épouvantable. Vous êtes à peu près active sur les réseaux sociaux? Oui, c'est-à-dire que je suis arrivée très tard sur Twitter. Je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux. Honnêtement, il faut être honnête, je ne suis pas très active. Bien sûr, j'y suis parce que c'est important d'échanger de temps en temps. Mais j'essaie de m'en tenir, pas éloignée, mais c'est vrai que ça je ne suis pas la plus active. Ce qui s'est passé sur la Ligue LOL, je trouve ça vraiment scandaleux et épouvantable d'avoir ciblé évidemment des femmes. Bien sûr, c'était il y a 10 ans, la parole ne se libère que maintenant. Et que ce soit des journalistes après
bon, je ne connais pas les tenants et journalistes, les aboutissants de l'affaire, je ne vais pas jeter la pierre, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment épouvantable. Il faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Et en plus, c'est de la lâcheté, si vous voulez. La personne qui, sur les réseaux sociaux, va balancer des horreurs sur d'autres personnes, c'est lâche. Moi, effectivement, je trouve qu'on parlait de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense que quand on dit des horreurs, on les assume. Donc, il faudrait que l'anonymat soit levé. C'est pas si simple, parce que Twitter n'autorise pas. Mais non, mais je sais bien. Ouais. Mais je trouve ça trop simple, très bas. Et voilà, donc oui, je condamne, franchement, je condamne ce genre de pratique. Une petite question, simplement pour terminer, parce qu'on arrive au bout déjà du temps Déjà, mais le temps passe vite avec vous, c'est incroyable. France 4 va disparaître probablement à l'été 2020, c'est ce qui a été fixé. C'est-à-dire que le canal 14 de la TNT va se libérer. Est-ce que LCI, on rappelle que pour l'instant sur le canal 15, on a BFM TV, sur E16 on a CNews. Est-ce que ça veut dire que LCI va tenter de remonter un peu plus haut dans la grille? Et une question simple et toute bête, est-ce que c'est mieux d'être sur la 14 que sur la 26? Non mais c'est une question simple. Poser la question à Thierry Thuillier. Oui, absolument. Mais il disait, je vais reprendre ces mots, il disait effectivement si France Info bouge, on demandera à bouger. Il n'y a pas de raison que vous ne bougez pas. France Info, c'est la 27. C'est la 27. Voilà, donc effectivement, voilà, on est les deux ensemble en 26 et 27. Donc s'il demande à bouger, on demandera à bouger. Après, sur ce genre de détails, il faudra demander à Thierry Thuillier. Je ne suis pas dans ces négociations. Mais pour vous, c'est mieux 14 que 26? Évidemment, vous le savez. Évidemment que c'est mieux 14 que 26, parce que les téléspectateurs ont encore tendance à, vous savez, à zapper, remonter chaîne par chaîne. Donc voilà, alors nous, évidemment. Et au bout d'un moment, après, on s'arrête, c'est ça. Voilà, donc évidemment, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que ce serait mieux en 14 qu'en 26, bien sûr. Mais bon, écoutez, c'est en cours de négociation. Moi, je ne suis pas là-dedans. Effectivement décidé probablement d'ici la fin de l'année 2019. Damien, allez, une dernière question. Et on arrive au bout. On va poser une question d'Aude. Elle a des très bonnes questions aujourd'hui. Donc voilà, on va lui poser. Quel est votre mentor dans le journalisme? Est-ce que vous en avez un modèle? Un modèle. J'essaie de pas en avoir, parce que copier quelqu'un, c'est se dénaturer. Donc, pas copier quelqu'un que vous aurez inspiré. Non, mais quelqu'un qui m'aurait inspiré. Non, j'ai pas vraiment de mentor. Je regarde avec beaucoup d'intérêt, effectivement, tous mes collègues journalistes. Évidemment, beaucoup les plus comment dire, qui ont plus d'expérience professionnelle que moi. J'en ai beaucoup. David Pujadas, je l'aimais beaucoup, il le sait par exemple. Je l'aimais beaucoup avant d'arriver à LCI. Voilà, c'est un grand journaliste. Je pense à mes collègues aussi de TF1, bien entendu. Mais bien sûr, je les regarde. Et on apprend, on se nourrit des autres. Mais un seul, non, j'arriverai pas à vous en citer un seul. Désolé, Aude. Voilà, il faudra revenir demain. C'est bien la diversité. Pascal Latour-Dupin est unique en son genre. Et c'est pour ça qu'il faut aller la regarder, évidemment, tous les matins dans la matinale de LCI. C'est de 6h à 9h sur le canal numéro 26. En attendant, peut-être mieux, dès l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, d'être venu. Félicitations pour vos audiences. Et on vous souhaite évidemment bonne continuation. Damien, nous, on sera là demain pour la dernière de la semaine. Exactement, avec une chroniqueuse qui officie dans la nouvelle émission d'actualité sur C8 qui a lieu tous les vendredis en deuxième partie de soirée qui s'appelle Balance ton poste. Elle est également chroniqueuse dans Touche pas mon poste et elle a officié au sein du CSA pendant quelques années. Il s'agit de Christine Kelly. Voilà, ancienne présentatrice de JT également. D'ailleurs, de temps en temps sur LCI pour intervenir sur des sujets d'actualité. C'est une ancienne LCI, Christine Kelly. Absolument, elle a démarré sur LCI avec Pujadas, Delahousse et une bonne partie des journalistes français. Tout le monde vient d'LCI. Eh bien super, on finira donc en beauté dès demain avec Christine Kelly. Excellente journée à toutes et à tous.